Le 24 avril 1948, le petit Terry Cook, âgé de seulement 3 ans, disparaît mystérieusement de la petite ville de Rockwood, dans le Maine. Cette disparition marque le début d'une des affaires les plus troublantes et émouvantes de l'histoire criminelle américaine. Rockwood, petite bourgade isolée du nord du Maine, est nichée au cœur d'une région sauvage et inhospitalière. Entourée de denses forêts de conifères et bordée par les eaux glaciées du majestueux lac Moosehead, la ville est coupée du reste du monde. Une communauté soudée de bûcherons et de pêcheurs y mène une vie rude et simple au rythme des saisons. Mais en cette année 1948, une ombre sinistre plane sur tout le pays. Les disparitions d'enfants atteignent un niveau alarmant aux 4 coins des États-Unis. Et pour Rockwood, le cauchemar ne fait que commencer. La famille Cook est une famille modeste et travailleuse de Rockwood. Le père, Leslie Senior, est un robuste bûcheron, homme des bois respecté de tous. Son épouse, mère au foyer dévouée, s'occupe de leurs 3 enfants. Maureen l'aînée, une fillette de 7 ans, et les 2 garçons, Leslie Junior, 4 ans, et le petit dernier, Terry, 3 ans à peine. Terry est décrit comme un enfant frêle et délicat, le chérubin de la famille, choyé par tous. Ce samedi 24 avril 1948 aurait dû être une journée comme les autres dans la vie de la famille Cook. En début d'après-midi, vers 15h15, Leslie Senior quitte le domicile familial pour aller faire quelques courses de routine à l'épicerie du village, située à quelques rues de là. Il fait beau en cette journée de printemps, le soleil commence à réchauffer l'air encore frais. Une demi-heure plus tard environ, le petit Terry sort à son tour de la maison, sans doute pour aller à la rencontre de son père, suppose sa famille. Personne ne s'inquiète, le bambin a l'habitude de ces petites escapades dans le voisinage où tout le monde se connaît. Mais à 15h45, quand Leslie Senior franchit le seuil de sa maison, les bras chargés des provisions achetées, le cœur de son épouse se glace d'effroi. « Où est Terry ?» demande-t-elle d'une voix blanche à son mari, guettant derrière lui la frimousse espiègle de son dernier-né. « Il n'est pas avec toi ?» Non, Leslie Senior n'a pas aperçu leur bambin adoré sur le chemin du retour. L'angoisse s'empare aussitôt du foyer d'ordinaire si paisible. Toute la famille se rue dans les rues de Rockwood en appelant Terry, la peur au ventre. Il questionne les voisins, fouille les recoins, les buissons, les granges, hurle le nom du garçonnet aux 4 vents. Mais en vain, c'est comme si le petit s'était volatilisé. Très vite, une crainte sourde et terrifiante occupe tous les esprits. Et si Terry avait désobéi et était allé jusqu'au lac Moosehead, dont les berges ne sont qu'à 2 petites rues de la maison familiale? Le lac est encore partiellement gelé en cette période de l'année, malgré le redoux printanier. L'idée que le garçonnet ait pu s'aventurer sur la glace, peut-être en suivant les traces d'un animal, et que celle-ci ait pu céder sous son poids, est terrifiante. Mais les parents se raccrochent à une conviction, comme à une bouée de sauvetage. Terry a toujours eu une peur bleue de l'eau et du lac, qu'il ne connaît que depuis les rives en été. Jamais il ne se serait aventuré seul dans cette direction. Alors que le soleil décline doucement dans le ciel, baignant Rockwood d'une lumière dorée de plus en plus froide, les Cook doivent se rendre à l'évidence. Leur petit garçon adoré s'est comme évaporé dans la nature. La nuit qui s'annonce sera glaciale, peut-être même la dernière avant le dégel définitif. Si Terry est perdu quelque part dehors, sa vie est en grave danger. Seul, il ne pourra pas survivre bien longtemps aux températures qui chutent rapidement. Pendant que Maureen tente de réconforter Leslie Junior en larmes, les parents, le cœur déchiré, essayent de se raccrocher au mince espoir que leur barbin ait pu trouver refuge quelque part. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ils ont besoin d'aide, de toute urgence. Il faut à tout prix retrouver Terry avant qu'il ne soit trop tard. Leslie Senior se précipite au bureau du shérif de Rockwood pour donner l'alerte. Très vite, la nouvelle de la disparition du garçonnet fait le tour du village, qui se mobilise immédiatement. Bûcherons, pêcheurs, commerçants, tous abandonnent leur activité pour se joindre aux recherches qui s'organisent avant la tombée de la nuit. Cette solidarité réchauffe un peu le cœur des Cook, si seuls dans leur cauchemar. Mais malgré le début des recherches, aucune trace de Terry n'est découverte ce soir-là. C'est une nuit blanche horrifiante qui attend la famille Cook. Et dès le lendemain, tout le comté se mobilisera à son tour. Le drame de Rockwood va bientôt prendre une ampleur que personne dans le village n'aurait pu imaginer. Dès le premier soir de la disparition de Terry, la communauté de Rockwood se mobilise spontanément.
Une vingtaine d'habitants se joignent aux recherches désespérées des Cook, ratissant le village et ses abords immédiats à la lumière de lampes torches. Mais à mesure que les heures passent, sans que l'on retrouve la trace du garçonnet, l'inquiétude grandit. Tous savent que les chances de survie du petit sont minces s'il a passé la nuit dehors, exposé au froid mordant. Le lendemain, dimanche 25 avril, les autorités entrent en scène. Les gardes forestiers du Maine et la police du comté de Somerset rejoignent les recherches, qui prennent une ampleur jusque-là inédite. Un chien pisteur est même amené sur place pour tenter de retrouver la piste de l'enfant. Selon certains témoins, l'animal aurait mené les enquêteurs jusqu'aux abords du lac Moosehead avant de perdre la trace. Mais d'autres affirment que le chien n'a trouvé aucune piste exploitable. Quoi qu'il en soit, les plongeurs explorent minutieusement les berges du lac, sans résultat. Bientôt, ce sont près de 100 personnes qui fouillent de fond en comble Rockwood et ses environs. Chaque maison, chaque grange, chaque recoin est passé au peigne fin en vain. Les bois alentours sont aussi ratissés, mais l'immensité de la forêt et la densité de la végétation rendent la tâche presque impossible. Les jours passent et l'espoir de retrouver Terry vivant s'amenuise d'heure en heure. C'est alors que le 26 avril, un nouvel événement relance soudain les recherches. Des empreintes correspondant à la pointure de Terry sont découvertes dans la boue, à environ 1 km à l'ouest de Rockwood, sur la crête de Blue Ridge, qui surplombe le lac. Immédiatement, les autorités concentrent tous leurs efforts sur cette zone. Pendant 2 jours, les 27 et 28 avril, gardes forestiers, policiers et volontaires ratissent la crête et ses pentes boisées, appelant inlassablement le nom de Terry, scrutant chaque bosquet, chaque rocher. La mère de Terry, le visage creusé par l'angoisse et le manque de sommeil, supplie quiconque possédant des informations de les partager avec les autorités. Elle en est convaincue. Si son fils n'est pas retrouvé rapidement, c'est qu'il a été recueilli par quelqu'un. Car comment un enfant de 3 ans pourrait-il survivre seul aussi longtemps, avec le froid glacial des nuits de printemps et sans nourriture? Cet espoir est le seul auquel elle peut encore se raccrocher. Les 29 et 30 avril, les recherches sur la crête de Blue Ridge atteignent leur paroxysme. Jusqu'à 200 personnes venues parfois de loin quadrillent la zone, bravant la fatigue et le découragement. Mais Terry reste introuvable. Et comme un cruel rappel de l'urgence de la situation, le temps se gâte brusquement. Les 1er et 2 mai, de fortes pluies s'abattent sur la région, transformant la forêt en un bourbier impraticable et effaçant toute trace potentielle. Les recherches, devenues très difficiles, se poursuivent néanmoins sans relâche. Le 3 mai, 1 semaine après la disparition de Terry, les gardes forestiers du Maine annoncent une mauvaise nouvelle. Il s'agit du dernier jour de recherche à grande échelle. Malgré les moyens colossaux déployés, malgré la détermination de tous, aucune piste crédible n'a été découverte. Les équipes ont couvert une zone de plus de 16 km², bien plus large que la distance qu'un enfant de 3 ans aurait pu parcourir seul. Il faut se rendre à l'évidence, les chances de retrouver Terry vivant sont désormais presque nulles. Pendant encore 1 semaine, un adjoint du shérif sillonnera inlassablement les routes de la région, s'accrochant au mince espoir qu'un automobiliste ait pu prendre Terry en stop et l'emmener loin de Rockwood. Mais lui aussi reviendra bredouille. Pour les habitants de Rockwood, le choc est immense. Comment un enfant a-t-il pu disparaître ainsi? Que lui est-il arrivé? Les questions tourmentent les esprits. Quant à la famille Cook, ils sont dévastés. Leur petite famille si unie a volé en éclats. Plus rien ne sera jamais comme avant. Et malgré le soutien de toute la communauté, ils devront apprendre à vivre avec cette absence déchirante et ce mystère qui hanteront à jamais Rockwood. L'été 1948 apporte son lot d'espoir déçu pour la famille Cook et la communauté de Rockwood. En août, alors que le soleil brille à nouveau sur la région, les gardes forestiers du Maine reviennent explorer une piste jusque-là négligée. Et si le petit corps de Terry reposait au fond du lac Moosehead depuis tout ce temps? Pendant plusieurs jours, des plongeurs sondent méticuleusement les eaux sombres et froides, espérant retrouver le garçonnet. Avec le réchauffement estival, un corps immergé aurait dû remonter à la surface selon les experts. Mais une fois de plus, les recherches ne donnent rien.
Aucune trace de Terry n'est retrouvée dans le lac. Pour sa famille, c'est une énième désillusion, un espoir de plus qui s'envole. Mais le sort semble s'acharner sur cette famille brisée. Le 10 février 1949, un nouveau drame frappe la famille Cook de plein fouet. Ce jour-là, le petit Leslie Jr., âgé de seulement 4 ans, fait de la luge sur la colline enneigée derrière l'école de Rockwood. Emporté par son élan, le garçonnet dévale la pente à toute vitesse et atterrit sur la route au moment précis où passe un imposant camion transportant du bois. Le chauffeur n'a pas le temps de freiner. Sous les yeux horrifiés de son père qui accourt impuissant, Leslie Jr. est percuté de plein fouet. Il est tué sur le coup. C'est un coup terrible pour la famille Cook, déjà si éprouvée. En moins d'1 an, ils ont perdu leurs 2 jeunes garçons dans des circonstances dramatiques. Comment une famille peut-elle survivre à un tel déchirement ? On ne peut qu'imaginer le désespoir et la culpabilité qui rongent les parents. Perdre un enfant est une épreuve indicible, mais perdre 2 fils en si peu de temps, dont l'un sans savoir ce qui lui est arrivé, relève d'un supplice inimaginable. Pour la famille Cook, la vie à Rockwood devient un calvaire. Partout, l'absence de Terry et Leslie Jr. se fait sentir, ravivant la douleur. Le couple sombre dans la dépression. Leur fille Maureen, unique enfant restant, peine à reconnaître ses parents dévastés. Mais au-delà du drame personnel de la famille Cook, la disparition de Terry soulève des questions troublantes. En se penchant sur les archives, on découvre qu'en 1948, le nombre de disparitions d'enfants de moins de 6 ans est anormalement élevé aux États-Unis, atteignant un pic inquiétant. Ce phénomène semble particulièrement marqué dans les années 40 et en Pennsylvanie. S'agit-il d'une série noire ? D'un effet collatéral de la Seconde Guerre mondiale qui a ébranlé le pays et ses familles ? Ou y a-t-il une cause plus sombre à ce mal qui frappe spécifiquement les enfants en bas âge ? Toujours est-il que pour la famille Cook, aucune explication ne pourra apaiser leur souffrance. Malgré le soutien indéfectible de la communauté de Rockwood, le couple ne se remettra jamais de ce double drame. Quelques années après la mort de Leslie Jr., les parents de Terry quittent la région, laissant derrière eux une maison remplie de souvenirs devenus trop douloureux et une ville marquée à jamais par la tragédie. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions restent sans réponse. Que s'est-il passé ce 24 avril 1948 ? Quelqu'un a-t-il enlevé Terry ? A-t-il été victime d'un accident ? Nul ne le sait. Son corps n'a jamais été retrouvé. Chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, les habitants de Rockwood se recueillent en mémoire du petit garçon perdu. Et dans le cimetière de la ville, une pierre tombale portant son nom rappelle son souvenir, comme pour conjurer le mystère qui entoure son destin. Terry reste à jamais le garçon perdu de Rockwood, symbole d'une innocence fauchée trop tôt et d'une blessure qui ne se refermera jamais. Le mystère de la disparition de Terry Cook n'a jamais été élucidé et il est probable qu'il ne le sera jamais. Malgré les moyens considérables déployés pour retrouver le garçonnet, malgré la mobilisation de toute une communauté, aucune trace tangible de Terry n'a jamais été découverte. Les recherches ont été rendues d'autant plus difficiles par l'environnement du Maine, avec ses vastes étendues sauvages, ses lacs profonds et ses forêts denses. Cette nature spectaculaire mais impitoyable contribue à faire de cet État l'un de ceux qui concentrent encore aujourd'hui le plus grand nombre de disparitions aux États-Unis. Terry aurait 78 ans aujourd'hui. Peut-être a-t-il survécu par miracle et refait sa vie quelque part sans savoir qui il était vraiment. Peut-être sa trace s'est-elle perdue à jamais ce 24 avril 1948. Quelque part dans les bois du Maine, une chose est sûre. À Rockwood, la blessure de sa disparition ne s'est jamais refermée. Son souvenir hante toujours la petite ville, comme un rappel poignant de la fragilité de l'innocence et des mystères que la nature garde à jamais enfouis. L'histoire de Terry Cook, le garçon perdu, restera à jamais gravée dans la mémoire collective, symbole d'une tragédie qui a marqué les esprits de toute une communauté. Carson Hughes était de ces jeunes gens qui laissent une empreinte indélébile sur tous ceux qui croisent leur route. Du haut de ses 18 ans, ce lycéen d'Osgood dans l'Indiana
se distinguait par une maturité, une gentillesse et un talent rare pour son âge. Passionné de nature et de photographie animalière depuis son plus jeune âge, Carson avait très tôt montré des dispositions exceptionnelles pour capturer la beauté brute du monde sauvage. Tapi pendant des heures dans les sous-bois, son fidèle appareil photo à la main, il pouvait attendre le moment parfait pour saisir un cerf majestueux, un renard en chasse ou un oiseau virevoltant. Ces clichés d'une sensibilité rare faisaient l'admiration de tous. Carson avait ce don pour révéler l'âme des bêtes, pour raconter leur histoire à travers son objectif. Malgré son jeune âge, il était déjà considéré comme un photographe animalier très prometteur avec de nombreux prix à son actif. Mais le talent de Carson ne se limitait pas à la photographie. Étudiant brillant, sportif accompli, il excellait dans tout ce qu'il entreprenait. Il dégageait une joie de vivre communicative, une soif d'apprendre et de se dépasser inspirante. Toujours prêt à aider les autres, Carson était extraordinairement apprécié de ses camarades et professeurs. En dehors des cours, on pouvait souvent le trouver en train d'arpenter les étendues sauvages du parc d'État de Versailles, à seulement quelques kilomètres de chez lui. Avec ses paysages spectaculaires et son grand lac de 100 hectares, cette réserve naturelle était son terrain de jeu et d'inspiration favori. Carson en connaissait les moindres recoins et y passait tout son temps libre. Élève doué promis à un bel avenir, artiste dans l'âme, amoureux de la vie, à 18 ans à peine, Carson semblait déjà avoir trouvé sa voie et sa place dans le monde. Un chemin aussi lumineux que les rayons de soleil qu'il aimait tant immortaliser au-dessus du lac de Versailles. Mais le destin peut être si cruel parfois. Le matin du 15 mars 2024, Carson Hughes informe son père Tom qu'il compte passer la journée au parc d'État de Versailles pour prendre des photos animalières. Une activité habituelle pour ce passionné de la nature qui fréquente régulièrement ce lieu prisé des photographes naturalistes. Ouvert en 1962, ce vaste parc est célèbre pour la diversité de sa faune et de ses paysages. Le joyau du parc est son grand lac qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques comme des grands hérons, des martins pêcheurs ou des aigles pêcheurs. La forêt dense qui encercle le lac regorge de cerfs, d'écureuils, de ratons laveurs et même de quelques coyotes. Carson connaît les meilleurs spots comme sa poche. Il a ses coins favoris pour observer les animaux sans les déranger, comme la petite crique au sud-ouest du lac ou la clairière près de la tour d'observation. Ce samedi-là, Carson quitte son domicile d'Osgood vers 10h du matin et gare sa voiture rouge sur le parking principal une demi-heure plus tard, d'après les images de vidéosurveillance. Son matériel photo est soigneusement rangé à l'arrière. Il se dirige d'abord vers les criques à l'ouest du lac, son trépied à la main, où il a ses meilleures chances de photographier des oiseaux en train de pêcher. Aux alentours de midi, plusieurs personnes aperçoivent Carson en train d'installer son matériel près de la grande crique. C'est le dernier endroit où il a été vu. D'après les éléments retrouvés sur place, on sait qu'à un moment donné, le jeune homme a décidé de prendre son kayak gonflable, avec lequel il lui arrivait d'aller au plus près des animaux sur le lac. Un choix qui lui sera malheureusement fatal. En fin d'après-midi, ne voyant pas son fils revenir, Tom Hughes commence à s'inquiéter. Il l'appelle plusieurs fois sur son portable, en vain. Carson ne répond pas, ce qui ne lui ressemble pas. Vers 20h, Tom décide de se rendre au parc d'État pour voir s'il trouve une trace de son fils. Quand il découvre sa voiture toujours garée au même endroit mais aucun signe de lui aux alentours, l'inquiétude cède à l'angoisse. À 21h, Tom Hughes signale officiellement la disparition aux autorités qui déclenchent les premières recherches dès le soir même. La voiture, le matériel photo et le kayak de Carson sont vite localisés, mais le jeune homme, lui, semble s'être volatilisé. A-t-il fait une mauvaise rencontre ? A-t-il été victime d'un accident sur le lac à la nuit tombée ? Toutes les hypothèses sont ouvertes au moment où s'achève ce 15 mars, qui marque le début d'un terrible drame pour la famille Hughes. Dès que la disparition de Carson Hughes est signalée le 15 mars en soirée, les autorités se mobilisent rapidement pour tenter de le localiser. Une première équipe de recherche est dépêchée au parc d'État de Versailles pour inspecter les alentours du lac à la lumière des lampes torches. Mais à part la voiture, le matériel photo et le kayak du jeune homme, aucune trace de lui n'est découverte ce soir-là. Le lendemain matin, les opérations montent en puissance. De nombreux renforts de police et de pompiers arrivent sur place, équipés de moyens conséquents. Des bateaux avec des sonars sont déployés pour sonder les fonds du lac, tandis qu'un hélicoptère survole la zone. Sur les berges, les maîtres chiens tentent de repérer une piste pendant que des équipes de volontaires ratissent la forêt environnante.
Les recherches se concentrent d'abord sur le lac, en particulier autour de l'endroit où le kayak de Carson a été retrouvé. Les plongeurs inspectent minutieusement les abords de la Grande Creek sud-ouest, où le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois. Les bateaux avec sonar passent le lac au crible, en se focalisant sur les zones les plus profondes, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres. Sur les terres, toutes les pistes autour du lac sont explorées, en particulier celles menant aux endroits que Carson appréciait comme la tour d'observation ou le sentier Fallen Timbers. Les bénévoles, pour beaucoup des proches et des habitants d'Osgood, participent activement aux battues organisées dans la forêt. Certains viennent de loin pour prêter main forte, témoignant de l'élan de solidarité suscité par la disparition du jeune homme. Face à l'afflux de bonne volonté, les autorités sont obligées d'appeler la population à ne plus venir, afin de ne pas gêner le travail des secouristes et ne pas détruire d'indices. Il est compréhensible que les gens veuillent participer, mais trop de monde sur une zone peut devenir contre-productif. Malgré cela, les encouragements et les dons alimentaires continuent d'affluer en soutien aux équipes mobilisées. Au sein de la famille et des amis de Carson, l'incompréhension et l'angoisse dominent. La thèse de l'accident est sur toutes les lèvres. Son meilleur ami explique que Carson est un garçon responsable et expérimenté. Il avait l'habitude d'arpenter le coin. Il ne croit pas une seconde que Carson ait pris des risques inconsidérés. Malgré une journée entière d'intenses recherches par plus d'une centaine de personnes, Carson Hughes reste introuvable à la nuit tombée le 16 mars. L'espoir de le retrouver sain et sauf s'amenuise, laissant place à une sourde angoisse. Chacun redoute désormais le pire, même si personne n'ose encore le formuler. Carson s'est-il noyé dans le lac qu'il connaissait pourtant par cœur ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Le 17 mars, les recherches pour retrouver Carson Hughes reprennent dès l'aube au parc d'État de Versailles. Les parents du jeune homme, Tom et Judy, sont présents sur place, le visage marqué par l'angoisse et le manque de sommeil. Ils essaient de se raccrocher à l'espoir que leur fils soit retrouvé sain et sauf, mais au fond d'eux-mêmes, ils redoutent le pire. Toute la journée, les équipes de secours redoublent d'efforts, passant une nouvelle fois les environs du lac au peigne fin. Malgré cela, aucun indice déterminant n'est découvert et le mystère sur ce qui est arrivé à Carson reste entier. C'est finalement en fin d'après-midi qu'un bateau de recherche repère un corps flottant à la surface du lac, à environ 500 mètres de l'endroit où avait été retrouvé le kayak du jeune homme 2 jours plus tôt. Quand ils comprennent que c'est très probablement le corps sans vie de Carson qui vient d'être découvert, ses parents s'effondrent. Judy Hughes hurle de douleur, tandis que les secouristes tentent de la réconforter. Le shérif confirme rapidement qu'il s'agit hélas bien du corps du jeune disparu. Un examen préliminaire conclut à une mort par noyade en eau douce, sans pouvoir en préciser les circonstances exactes à ce stade. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, plongeant tous les proches de Carson dans un profond désarroi. Rapidement, c'est toute la petite communauté d'Osgood qui est en état de choc. Chacun connaissait ce garçon brillant promis à une belle réussite et avait suivi avec angoisse ces derniers jours. Désormais, il va falloir accepter l'inacceptable. Carson ne reviendra plus. C'est l'un des espoirs de la ville qui s'est noyé dans ce lac, laissant un immense vide derrière lui. Les messages de condoléances et de soutien affluent, comme un pansement sur la douleur indicible de la famille Hughes. Pour Tom et Judy, l'annonce de la mort de leur fils unique est dévastatrice. Anéantis, hébétés, ils ont du mal à réaliser que Carson est parti pour toujours. Le père, lui, oscille entre douleur et incompréhension. C'était un nageur confirmé. Il connaissait ce lac par cœur. Des réponses, c'est aussi ce qu'attendent les autorités. Car si la thèse de l'accident semble privilégiée, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Le shérif assure que l'enquête se poursuivra pour tenter de reconstituer le fil des événements. Une tâche qui s'annonce compliquée au vu du peu d'indices disponibles. En attendant, c'est une famille et une communauté entière qui vont devoir apprendre à vivre avec ce drame qui les hantera à jamais. Carson laisse le souvenir d'un être d'exception, parti beaucoup trop tôt. Le décès de Carson Hughes dans des circonstances aussi soudaines et mystérieuses a de quoi laisser perplexe. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé. Chaque année, de nombreux jeunes hommes meurent de façon similaire dans ce que les autorités qualifient un peu vite de noyade accidentelle. Rien qu'en 2023, ils étaient plus de 150 dans ce cas selon les associations de familles de victimes. Certes, à ce stade, la thèse de l'accident reste privilégiée pour Carson. Après tout, les éléments retrouvés près du lac
Son kayak, son matériel photo accréditent le scénario d'une sortie en solitaire qui aurait tragiquement tourné. Mais de nombreuses interrogations subsistent. Comment un nageur confirmé comme lui a-t-il pu ainsi se noyer dans un lac qu'il connaissait par cœur? Quelqu'un l'a-t-il vu ou entendu en difficulté? Autant de questions sans réponse pour le moment. Autre point troublant, le corps de Carson ne présentait apparemment aucune trace de lutte ou de blessure. Dans ce genre de cas, l'hypothèse d'une altération de la vigilance induite par une substance comme le GHB doit absolument être vérifiée. Or, il y a fort à parier que ce test n'a pas été effectué sur le corps du jeune homme. Une lacune hélas récurrente dans ce type de dossier selon les spécialistes. Trop souvent, les autorités concluent hâtivement à la noyade accidentelle et ne cherchent pas plus loin. Elles ne font pas tous les examens toxicologiques nécessaires pour exclure d'autres causes, déplore un avocat spécialisé dans les noyades suspectes. On sait pourtant que l'utilisation criminelle de drogues du viol comme le GHB peut être à l'origine de ce genre de drame. Il est crucial de vérifier cette piste. Pour un ancien légiste interrogé, le cas de Carson présente en effet des similarités troublantes avec d'autres affaires. La victime est souvent un jeune homme sans histoire, bon nageur, qui disparaît brutalement lors d'une sortie près d'un point d'eau. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard, sans explication évidente sur ce qui s'est passé. Les familles restent avec leurs questions et leurs douleurs. C'est tout le drame des proches de Carson aujourd'hui. En plus de la souffrance indicible de perdre un être aimé, ils doivent composer avec de terribles interrogations sans réponse. La vérité émergerait-elle un jour? Seule une enquête approfondie explorant toutes les pistes pourrait peut-être leur apporter un début de réponse. La disparition aussi soudaine que tragique de Carson Hughes a provoqué une onde de choc qui s'est propagée bien au-delà de son cercle proche. À seulement 18 ans, Carson laisse un vide immense, lui qui avait déjà tout d'une grande âme. Son talent pour la photographie animalière, sa passion pour la nature, son énergie débordante, son sourire lumineux, autant de qualités qui resteront à jamais dans les mémoires. Carson était de ces êtres rares qui marquent tous ceux qui croisent leur route. Son souvenir continuera de briller à travers ces magnifiques clichés, comme une flamme éternelle. Mais pour ses proches, son absence laissera à jamais un goût d'inachevé. Tant que le mystère entourant les circonstances exactes de son décès ne sera pas élucidé, l'incompréhension et les questions continueront de les torturer. Impossible dans ces conditions de faire son deuil sereinement. Il est capital que toute la vérité soit faite sur ce drame. Plus largement, il est temps que la lumière soit faite sur le phénomène inquiétant de ces noyades suspectes de jeunes hommes, trop souvent classés sans suite. Combien de familles souffrent ainsi en silence, rongées par les doutes? Chaque victime mérite que tous les moyens soient mis en œuvre pour comprendre ce qui lui est arrivé et éviter que d'autres ne connaissent le même sort.